Est-ce que ça vous dirait qu'on regarde Histoire appliquée a sorti une vidéo sur Tolkien pendant la guerre. Installez-vous, allez chercher votre petite boisson, petit biscuit. Si vous lisez l'avant-propos du Seigneur des Anneaux, Tolkien y explique qu'il déteste l'allégorie et qu'il n'a jamais voulu mettre d'idée fixe dans son œuvre. C'est-à-dire que le Mordor n'est pas, enfin voilà, l'anneau n'est pas égal à la bombe nucléaire, que la Première Guerre mondiale n'est pas présente, voilà, ces trucs-là, ces analyses que vous faites, c'est ce que Tolkien appelle l'applicabilité. C'est-à-dire que chaque lecteur, en fonction de sa vie, ses expériences, son éducation, euh, applique une vision à l'œuvre et à partir de ce moment-là, il explique dans l'avant-propos que beaucoup de gens confondent applicabilité et allégorie. L'allégorie, c'est la domination de l'auteur, alors que l'applicabilité, c'est la liberté du lecteur. Et c'est ça que Tolkien voulait. Sauf que, justement, la vidéo de Bolchegeek met en questionnement le fait que, oui, très bien, Tolkien dit qu'il déteste l'allégorie, mais un auteur s'inspire de choses qui existent, de ses expériences. Donc oui, il dit qu'il n'y a pas d'allégorie, pas de sens qu'il a voulu introduire dans son œuvre, mais son œuvre est truffée de ce qui est lui, de ce qu'il a vécu ou ce qu'il a... c'est inspiré de lui. Donc là, où est la limite? Et grosso modo, vraiment, le fond de la vidéo de Bolchegeek est giga intéressant. Le problème, c'est la forme. C'est la forme qui est problématique. Voilà. Et on va regarder, Anastasia, une vidéo sur la Première Guerre mondiale et Tolkien. Parce qu'il faut savoir que Tolkien a vécu la Première Guerre mondiale. Voilà, il a participé à la bataille de la Somme. Et ça a eu un impact sur lui en tant qu'être humain. Mais ça a eu un impact aussi qu'on peut déceler d'une certaine façon dans son œuvre. Même si, comme je dis, il n'a pas dit ah ben voilà, le Mordor, c'est l'Allemagne ou ce genre de truc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Ouais. C'est moi, je suis calée pour le réac, du coup, soyez sages parce que si je dois bouger pour Urban, je vais pas être content. Et coucou Galdalf, comment vas-tu? J'avoue que je suis toujours pas sûre d'avoir compris le propos sur l'applicabilité. Ah ben, Aroufang, si tu veux, on pourra en parler plus longuement après. Parce que c'est justement un sujet que j'ai déjà évoqué en long et en large, parce que c'est notamment quand il y a des récupérations politiques de l'œuvre qui sont faites. C'est notamment... voilà. Il a fait la deuxième... Non, il a vécu la deuxième à travers ses fils. Voilà. Bon, vous êtes prêts? Oh, t'étais à la tour du fantastique, Zozomalis? Oh, trop bien! C'est pareil, entre son œuvre et des événements X ou Y, dans n'importe quelle œuvre se constitue à partir d'influences conscientes ou inconscientes. Mais voilà, après vivre ça, c'est tellement intense que l'on... Exactement. Mais on va le voir, vous allez le voir ici. Allez, vous êtes prêts? Dites-moi dans le chat si vous êtes prêts. Dites-moi que vous êtes prêts. Des petits oui, let's go? Oui? Allez. Go, go, yes, vamos! Allez. Vous me dites pour le son si ça va? « 1916. L'Europe est enlisée dans la Grande Guerre depuis 2 longues années lorsque le commandement allié décide de lancer une première grande offensive conjointe franco-britannique. Une zone du front est choisie, la Somme. Si pour les Français, la mémoire de la guerre s'est focalisée sur la gigantesque confrontation de Verdun, pour les Britanniques, c'est cette bataille de la Somme qui est le symbole des pertes dramatiques subies durant la Première Guerre mondiale. Anglais, Irlandais, Écossais, Canadiens, Africains du Sud, Australiens, Néo-Zélandais et Chinois, alors mal préparés, paieront le prix fort face à une armée allemande alors bien plus aguerrie. Parmi ces soldats, un homme marquera de sa plume la littérature anglaise et les imaginaires du monde entier. Cet homme, C'est marrant parce John que c'est Ronald vraiment... Reuel Tolkien, l'auteur Il a vraiment repris une des poses d'une photo qu'on connaît de Tolkien qui est vraiment contre un arbre avec... c'est faux. du Seigneur des Anneaux. On dit souvent que cette expérience du premier conflit mondial lui a inspiré tous ses récits. Mais est-ce vraiment le cas ? Ah,
Aujourd'hui, avec mon équipe, Déjà, ça, nous c'est sommes bien. partis sur ses traces pour interroger les lieux de son passage dans la Somme, suivre son histoire et ses aventures, afin de vous raconter comment un des plus grands auteurs de fantasy de tous les temps a traversé un des plus grands conflits de tous les temps. Lorsqu'en 1914 la guerre éclate, le jeune John Ronald Reuel Tolkien a 22 ans. Il n'est alors plus un adolescent sans projet d'avenir, mais déjà un jeune adulte dont la voie semble claire. Son amour d'enfance, Edith Bratt, s'est converti au début de l'année au catholicisme pour se fiancer avec lui. Lui-même poursuit ses études de philologie, c'est-à-dire de littérature ancienne et de linguistique, à la prestigieuse université d'Oxford au sein Le swag, d'Exeter t'as vu? College. Il est sûr de sa vocation académique dans ce domaine, et il écrit déjà en parallèle des poèmes et des récits, et travaille aussi sur des langages de sa création. Tolkien a également de solides amis avec lesquels il a fondé le Tea Club and Barovian Society ou TCBS. Le TCBS. Le déclenchement de la guerre entre les alliés français, anglais et russes d'un côté et les empires centraux de l'autre vient heurter tout cela. Il est L'armée très anglaise classe, doit son partir sur costume. le front français pour épauler son allié contre l'invasion allemande. Bien sûr, étant anglais, Tolkien n'est pas obligé de s'engager. Contrairement à la France, qui décrète la mobilisation générale, l'Angleterre fait plutôt appel au volontariat pour grossir les rangs de sa petite armée. Mais il faut bien se rendre compte du niveau de patriotisme de l'époque. La jeunesse britannique s'engage en masse, donc le choix n'en est pas vraiment un. Certains, trop jeunes pour s'engager, vont même jusqu'à le faire sous une fausse identité. Et si Tolkien est orphelin, tous ses oncles et tantes s'attendent à le voir se porter volontaire comme son petit frère, Hilary Tolkien, qui part tout de suite au 16e régiment du Warwickshire en tant que clairon. Tolkien décide tout de même d'obtenir son diplôme d'Oxford avant de partir, jugeant que c'est trop important pour son avenir. Il suit donc un entraînement d'officier à l'université, en parallèle de ses études. En juin 1915, il réussit ses examens, avec les honneurs. Alors, comme prévu, la guerre le rattrape et il s'engage. Il doit donc rejoindre, en tant que sous-lieutenant, le 11e régiment de fusiliers du Lancashire, et je me trouve justement devant un uniforme d'officier britannique très proche de celui que Tolkien a pu porter pendant la guerre. Toujours passionné de mots et de codes, Tolkien se spécialise dans les C'est transmissions. L'historien de la Son Grande rôle au Guerre de front en tant Péronne. qu'officier, c'est donc d'assurer la bonne communication entre les combattants en première ligne et les officiers d'état-major plus en arrière. En 1916, après presque un an d'entraînement en Angleterre et fraîchement marié, il finit par embarquer pour la France. Il va être jeté, comme toute cette jeunesse britannique, dans le broyeur d'une guerre industrielle et totale à laquelle elle n'est en fait pas préparée. Tolkien d'ailleurs, avant même parlons d'avoir goûté astronomie. au combat, Coucou. avait pu entrevoir la terrible Merci, et inédite Mr. épreuve Brick, pour de les la 5 guerre des bits. tranchées. Merci. Son ami et poète Geoffrey Smith, qui l'a précédé en France, lui parle dans une de ses lettres d'une débauche de mort et de cruauté. Durant ces derniers mois à Oxford, le jeune Tolkien voit y arriver des vagues de blessés et de réfugiés. L'université elle-même s'était mise à ressembler à une installation militaire. Le 1er juillet 1916, alors que Tolkien arrive près d'Amiens et donc du front, un autre de ses amis, Rob Gilson, trouve la mort le premier jour de la bataille de la Somme. Donc, petit rappel, les membres du TCBS, là, il a parlé de G.B. Smith, et là, de Robert Gilson. Eux font partie du TCBS avec Christopher Wiseman et Tolkien, donc ils sont 4. Donc voilà, comme ça vous remet... Voilà. Tolkien ne s'attendait pas à survivre. Donc, Plus tard, il écrira Robert Gilson... Les officiers subalternes étaient tués une douzaine à la minute. Quitter ma femme dans ces conditions, c'était comme la mort. Alors donc, quand on a connaissance de l'expérience de Tolkien et de la façon dont la guerre est venue chambouler sa vie, il semble à première vue facile de faire des parallèles avec l'intrigue du Seigneur des Anneaux, l'ouvrage le plus célèbre de Tolkien. La comté, pays paisible, se retrouve dans le roman menacé par les ambitions malfaisantes du Mordor, une puissance loin à l'est. Ces ambitions débouchent sur une grande guerre où les peuples libres jouent leur survie. Et la comté est clairement inspirée par l'Angleterre elle-même.
Ça, c'est Tolkien d'office. ne l'a jamais nié. Non. Il a même écrit dans une lettre à son éditeur que la comté a pour modèle l'Angleterre rurale Totalement. et aucun autre pays au monde. Dans cette logique, certains ont vu dans le Mordor une représentation de l'Allemagne, là où le royaume du Gondor figurerait peut-être la France. Mm. Alors, la guerre de l'anneau que Tolkien nous raconte ne serait-elle Voilà. qu'une allégorie de la Première Guerre mondiale, écrite par un auteur profondément marqué par l'épisode de 14-18 ? Mais n'est-ce pas un peu trop simple? En fait, des gens qui ont vu l'évocation d'événements contemporains dans l'œuvre de Tolkien, il y en a beaucoup. Et ils ne sont pas d'accord entre eux. Prenons par exemple C.S. Lewis, L'auteur de écrivain Narnia. et ami proche de Tolkien, que vous connaissez probablement comme le créateur de l'univers de Narnia. Coucou, Il Cora. obtient le manuscrit du Seigneur des Anneaux alors qu'il n'est pas encore publié. Et en 1949, il donne l'occasion à son frère, Warren Lewis, de lire ce manuscrit. Et Warren Lewis, faisait partie il des voit plutôt le Inklings roman aussi. comme la France, tandis que le Gondor serait une Allemagne du futur, Mm. et le Seigneur sombre Sauron serait Staline. Certains ont en effet cru voir une évocation de la Seconde Guerre mondiale, ou même de la guerre froide sous la plume de Tolkien, allant même jusqu'à faire l'hypothèse que l'anneau serait une métaphore de la bombe atomique. C'est fou. D'autres encore se sont demandé si les figures d'elfes blonds et proches du divin n'auraient pas des relents de racisme. Ou si les hobbits, fumant paisiblement leur herbe à pipe, ne seraient pas une sorte de plaidoyer hippie avant l'heure. En fait, c'est le propre des grandes œuvres littéraires de pouvoir résonner chez les lecteurs, de leur laisser Wow. reconnaître leurs propres expériences, leurs propres aspirations, La leurs propres picabilité. références et même leurs propres craintes dans le récit. Toutes ces pseudo-analyses ne sont que la représentation de cela pour l'œuvre de Tolkien. Et puis surtout, l'écrivain lui-même a été très clair sur la question. Dans son avant-propos au Seigneur des Anneaux, Tolkien repousse toutes ses interprétations et affirme franchement que son récit ne comporte aucune signification allégorique ou référence politique contemporaine. Si la soif de pouvoir est bien un thème central de son œuvre, il ne pointe du doigt aucun pays réel. On le sait, Tolkien a surtout envisagé son univers comme une mythologie. Ça, et aussi surtout comme un contexte sophistiqué dans lequel faire vivre ses bien-aimés langages inventés sur lesquels il a travaillé toute sa vie avec passion. Pourtant, dans ce même avant-propos, Tolkien indique clairement qu'il faut avoir connu l'ombre de la guerre pour en ressentir pleinement le caractère oppressant. Et il évoque explicitement l'année 1914. Alors, si Alors, Romestamo, on est en train de regarder la vidéo d'Histoire appliquée qui traite justement de Tolkien pendant la Première Guerre mondiale. Voilà. Voilà, ça parle de Tolkien et la Grande Guerre. Exactement. Tolkien ne raconte pas 14-18 de façon détournée. Peut-être que son expérience de la guerre s'est insinuée dans son œuvre d'une manière Oui, plus le petit subtile. coquelicot, j'ai vu. Le 1er juillet 1916 marque le début de la bataille de la Somme. Cette offensive, préparée de longue date par le commandement allié, aurait dû arriver plus tôt. Mais le déclenchement de la gigantesque bataille de Verdun en février 1916 a contrarié le plan franco-anglais. Le principe est simple, lancer le nouveau contingent britannique, fraîchement débarqué en France, à l'assaut des positions allemandes de la Somme. L'attaque est prévue sur un front d'une quarantaine de kilomètres de large en direction de la ville de Bapaume. C'est bien, Ces parlons troupes seront astronomie, soutenues sur leur regarde-le flanc avec nous. par les Français du groupe d'armées du Nord. Les objectifs sont clairs. Soulager la pression sur Verdun en obligeant l'ennemi à porter son attention sur la Somme, infliger le plus de pertes possible à l'armée allemande et s'emparer des villes de Bapaume et Péronne. L'opération est précédée d'une préparation d'artillerie de plusieurs jours. Mais ce 1er juillet, les forces britanniques fraîchement débarquées se frottent aux forces allemandes encore opérationnelles et subissent quasiment 58 000 pertes, dont plus de 19 000 morts. C'est le jour le plus meurtrier de toute l'histoire de l'armée britannique et une véritable catastrophe. Ce jour-là, le bataillon de Tolkien reste en réserve à Warlois, tout près du front. Mais voilà ce dans quoi notre jeune écrivain se retrouve entraîné. L'une des batailles les plus sanglantes de l'histoire. Elle va durer jusqu'au 18 novembre de la même année. Tolkien se rapproche du carnage. Le 3 juillet 1916, son bataillon se rend à Bouzincourt, un village à portée des canons de campagne allemands. Il y voit les foules de soldats mutilés être ramenés à l'arrière. Le 14 juillet, c'est au tour de Tolkien d'aller au combat. Sa compagnie horrible, participe à une attaque de nuit sur la colline d'Auvillers, à laquelle les Allemands s'accrochent farouchement. Pour le tout jeune officier de transmission, le choc est là. Les téléphones sont couverts de boue et de toute manière, on a le droit de s'en servir qu'en dernier recours, car les Allemands arrivent à se brancher sur le réseau pour intercepter les communications.
C'est la même chose pour les signaux en morse, qui sont trop audibles par l'ennemi tout proche. Quant aux fanions et aux Non, lampes, Mistrandir, ils ce sera attirent pas le les feu des Inklings. tireurs allemands. La plupart du temps, il faut donc se rabattre sur des messagers, et même des pigeons. Mais tout cela n'est rien à côté de l'expérience Je me dis que c'est vraiment émotionnelle et physique du combat. Tolkien Impossible est que alors vous trouviez. confronté à la mort de masse, à une configuration tactique qui consomme impitoyablement les combattants. En effet, les offensives se heurtent systématiquement à des positions de mitrailleuses délivrant un mur de feu d'une létalité extrême. Dans ces conditions, la mort est partout. Les cadavres s'accumulent dans un paysage c'est de terrible. désolation absolue recouvert de barbelés, laissant planer une terrible puanteur Eh dans ben l'air. voilà, Mistrandir, tu dois L'artillerie offrir un abonnement. écrase Voilà. le paysage crayeux. Je Cette plaisante. guerre de je plaisante. matériel, le fantassin individuel fait l'expérience d'une impuissance terrible. Le 16 juillet, la garnison allemande d'Auvilley finit par se C'est- rendre, mais les Anglais ont payé un prix très élevé pour ce gain. C'est- Tolkien se retrouve nommé officier de signaux du bataillon, une lourde responsabilité lui demandant de déployer des stations de signalisation partout où l'unité est envoyée. Et bien sûr, celle-ci doit vite retourner au combat. Le 24 juillet, elle est envoyée près d'Auchonvillers, puis le 7 août dans les tranchées à l'est de Colincan. Oh, je suis Tolkien, désolée, Féa, affecté non. par le chagrin de la mort de son ami Gilson qu'il a apprise le 17 juillet, se sent solitaire et impuissant. Au moins, du fait de ses responsabilités, il est moins exposé qu'un officier d'infanterie classique devant personnellement mener des assauts. Mais, au plus proche du front, le risque d'être atteint par un bombardement est absolument constant. En fait, contrairement à ce qui a beaucoup été raconté, Tolkien n'a pas vraiment posé les bases de sa mythologie dans les tranchées. Avant même son départ pour la France, il en avait déjà inventé des éléments majeurs. Par exemple, sa version du dieu créateur, Ilúvatar le Père Céleste, ainsi que les divinités que sont les Ainur ou les Valar. Et encore bien d'autres noms connus de ses lecteurs comme Valinor ou Eldamar, les Eldar et les Noldoli. Lui-même a démenti cette légende de l'écriture de guerre bien plus tard, qualifiant l'éventualité de pouvoir écrire dans de telles conditions de blague. Pourtant, son esprit reste même au front celui d'un créatif. Et il a peut-être pu griffonner en vitesse, ça et là, de nouveaux mots ou de nouveaux noms. De son propre aveu, il n'était pas parfaitement concentré sur son travail d'officier. Je rigolais. Le Mistrandir. 24 août 1916, notre jeune écrivain est de nouveau beaucoup. déployé avec son bataillon. D'abord dans les tranchées du bois de Thiepval, où je me trouve actuellement, et puis dans celles à l'est du saillant Leipzig, Ça a évolué toutes après la guerre. pleines de cadavres. Les soldats y sont sous le feu Enfin, des pas canons après la allemands et guerre, sous une pluie pendant la guerre. persistante qui transforme le sol en un magma boueux qui colle partout. Des bouquets. Puis, après presque 2 mois de combat, Merci Tolkien beaucoup. obtient Merci, enfin un peu de répit. Mistrandir. Il est envoyé à l'instruction à l'arrière, à Frankville, pendant quelques semaines. Mais ce n'est que le prélude à une nouvelle épreuve terrible, car son bataillon est de nouveau déployé à Thiepval le 27 septembre. C'est que le jour précédent, la bataille dite de la crête de Thiepval a commencé. Il s'agit d'une offensive dirigée par les Britanniques et les Canadiens contre cette Magnifique. hauteur lourdement fortifiée par les Allemands et qui domine la zone. Les Britanniques s'y cassent les dents depuis le tout début de la bataille de la Somme, en juillet. En particulier, la redoute des Souables, une forte position allemande surplombant la rivière Ancre, est tenue par la 26e division de réserve. Elle a été âprement disputée par les deux camps, mais les Allemands la tiennent C'est- encore c'est fermement. plein de choses Durant 2 jours, que je ne les connais pas Britanniques du montent tout. à l'assaut de ces positions. Bonsoir, Le bataillon Fanfan. Tolkien prenant part à des incursions meurtrières. La bataille de la crête de Thiepval se termine par une victoire tactique pour les troupes britanniques, mais là encore, à un coût exorbitant. Après une poignée de jours de repos, le régiment de Tolkien doit bien vite revenir dans la zone de Thiepval, cette fois Ouais, face à la Goran tranchée Enterok. Regina, tenue par l'infanterie de marine allemande. Le 10 octobre, Leslie Huxtable, adjoint de Tolkien mais également son ami, est enseveli sous l'effondrement de sa tranchée et reçoit des éclats d'obus à la jambe. Il survit, mais il doit être Bah, évacué à l'arrière. C'est ce puis que tu suis jusqu'en dans Angleterre. Tolkien et la Le Grande 13, Guerre de le John bataillon Garth, Tolkien fait subit un une attaque par obus au gaz de combat. À partir de la recherche mi-octobre de 1916, John- de fortes pluies qui C'est tournent sa parfois source au gel principale. s'abattent sur les soldats. Le régiment de Tolkien a été réduit à seulement 400 hommes, C'est soit les des pertes recherches de de plus John de la Garth moitié de ses effectifs. qui sont Malgré exceptionnels. Ils montent en ligne pour participer à l'attaque sur la tranchée Regina. Comme tous ses camarades, Tolkien a donc été exposé pendant des semaines à des expériences sensorielles, physiques et émotionnelles bouleversantes. Il a parfois été dit qu'il aurait tout simplement créé ces histoires pour exorciser les traumatismes de la guerre. Il est vrai que les syndromes post-traumatiques sont monnaie courante chez les survivants de 14-18. Dans les combats de tranchées, les explosions et les bombardements, la terrible possibilité de sa propre mort devient
bien trop réel. Et à l'époque, ces blessures psychiques, elles sont encore mal comprises. Les anglo-saxons parlent de shell shock, les français d'obusite ou de commotion émotionnelle. Et surtout, la prise en charge des soldats atteints est quasiment inexistante. Ah oui, ça c'est autre chose. Cette lecture de l'œuvre de Tolkien voit souvent dans les orques sanguinaires du Seigneur des Anneaux une simple transposition des Allemands, ce que Tolkien a très clairement contesté. L'écriture vers la victoire des héros qui amène la possibilité de jours meilleurs serait une façon pour l'écrivain de déposer toute cette expérience sur le papier et de garder son équilibre mental. Mais autant le dire tout de suite, rien ne permet de justifier une analyse aussi simpliste de l'œuvre de Tolkien. Ouais, j'aime Lui-même bien n'a comment... pas donné de signe d'une éventuelle névrose traumatique. Tolkien d'ailleurs détestait la tendance à accorder de l'attention aux détails de la vie d'un auteur, car pour lui, au contraire d'éclairer son œuvre, cela en éloignait le lecteur. Surtout, son univers est bien trop riche, complexe et manifestement nourri d'inspirations multiples, tant sur le fond que sur la forme littéraire, Ah, c'est très pour bien être fait, limité non. à ça. Bon, ni récit allégorique, ni écriture thérapeutique. Mais du coup, elles sont où les traces de la guerre Ah dans les si, récits de Tolkien? Jasquier, Lui-même a les pourtant admis orques que ont un l'auteur libre était arbitre. forcément affecté par les expériences qu'il a vécues, mais d'une manière un peu complexe. Ils peuvent être sous Le la dimanche domination, 22 octobre 1916, en je tiens quand même à dire, Jasquier, que quand les orques sont éloignés de Sauron ou Morgoth, ils sont capables de vivre avec un chef dans une civilisation et à ne plus subir la domination, on va dire, euh, voilà, de Sauron. Ils sont capables de se foutre littéralement de sa gueule. Donc vraiment, les orques sont capables de libre arbitre. C'est juste que ce sont des créatures qui sont sous la domination, comme certains hommes peuvent être sous la domination d'une force plus puissante. Donc non, les orques ne sont pas dépourvus de libre arbitre. Non. Mm. Il est tellement résilient, Tolkien, il n'a pas été détruit par tout ça. Ouais. éloignant du front en direction d'Ovillé, le 11e régiment de fusiliers du Lancashire auquel appartient Palasking, Tolkien merci beaucoup croise pour le follow. plusieurs chars d'assaut. Ce sont vraisemblablement quelques exemplaires du fameux Mark I, le premier char de l'armée britannique. Et je me trouve actuellement devant une maquette taille réelle, ce qui vous donne un peu une idée de l'échelle. Et ces chars, en fait, ils ont été utilisés pour la première fois le 15 septembre précédent à la bataille de Flers. Ces machines blindées, rares et nouvelles, Ouais, excitent clairement. la fascination de tous les Quelle soldats. force mentale. Ouais. Malgré leur performance très décevante au combat à cause de leur lenteur et de leur tendance à tomber en panne, ces land ships, c'est-à-dire vaisseaux terrestres comme les Britanniques les appellent, sont impressionnants. Ils ont montré qu'ils pouvaient avoir de vrais effets sur le moral de l'ennemi qui les craint. Peut-être que ces chars ont frappé l'imagination de Tolkien. Le premier récit qu'il écrit à son retour de France s'intitule La Incroyable. chute de Gondolin. Il y pose clairement le thème de l'affrontement entre le bien et le mal. L'histoire raconte le siège sanglant et la prise de la cité elfique de Gondolin par les armées maléfiques du seigneur Melkor. Parmi les troupes de celui-ci, on voit apparaître, je cite, des bêtes semblables à des Yodhaven. serpents et des dragons d'une puissance Sur la- irrésistible. Dans les descriptions de Tolkien, elles arrosent la plaine et la cité de Gondolin de feu et de mort. Le plus intéressant, c'est que ces créatures, créées à la fois par des forgerons et des sorciers, brouillent complètement la frontière entre le vivant et la machine. Ouais. Certaines, qui semblent faites de fer, ont un corps creux qui génère un fracas métallique. Plusieurs chercheurs ont vu ici l'inspiration directe des chars d'assaut de la Somme. Surtout qu'à l'époque, Ouais. les chars évoquaient justement souvent des monstres à ceux qui les voyaient. Super quali ici. Dans le récit, Tolkien décrit aussi longuement les combats pour la prise de la ville. On sent donc là clairement que c'est un Tolkien récemment sorti du fracas de la guerre qui écrit ce récit charnière dans son œuvre. Le récit de la chute de Gondolin, que vous avez dans les Contes perdus ou dans le roman donc éponyme, hein, La chute de Gondolin, parce que vous n'avez que la version, vous n'avez pas, dans le Silmarillion, vous n'avez pas le récit complet de la chute de Gondolin, vous avez une version simplifiée. Il faut aller donc dans les Contes perdus ou dans le livre La chute de Gondolin pour avoir accès au texte dont il est question ici de la chute de Gondolin. Et c'est un texte qui est vraiment parmi les plus beaux qu'il ait écrit. Voilà, parce qu'il est incroyable. Oh, Yodhaven, merci beaucoup pour les 5 mois. J'ai pas le temps de rester, je dois déposer au pied de Dame Foster, mon précieux Prime. Merci Yodhaven, c'est tellement gentil. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour ce soutien. Merci pour ton Prime. C'est super gentil. Vous avez entendu Paillette. Voilà, abonnez-vous. Oui, c'est Sagittarius qui dit abonnez-vous.
C'est Sagittaire du ça. Voilà. Ah ben voilà. Mais comme ça, vous savez, c'est ce texte de La chute de Gondoline. Donc, vous ne l'avez pas dans le Silmarillion. Il faut aller. Mais donc, dans cette version-là, on a justement des sortes de, voilà, de dragons. Enfin, c'est des serpents de feu dragons, mais qui sont faits en fer. C'est pour ça que c'est très compliqué quand on demande l'origine des dragons chez Tolkien. C'est compliqué. C'est compliqué. Et Belsaré de Yoda Ben. Hein, sa version complète. Alors, Zozo Mali, je vais t'expliquer. Attends. Si tu prends la chute de Gondoline ici chez Pocket, voilà, je vais te montrer. Tu as ceci. Hop. Hop, 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 hop. Si la feuille veut bien. Attends, j'ai ma table des matières qui est collée. Voilà. Donc, dans la table des matières, tu as le conte de la chute de Gondoline. Donc, voilà, le texte tel qu'il apparaît dans les contes perdus. Puis tu as un petit texte sur Turlin et les exilés de Gondoline. Puis tu as l'histoire de la chute de Gondoline comme racontée dans l'esquisse de la mythologie, donc un petit peu plus tard, donc dans les années 20, 30. Puis la Cuenta Noldorinois qui, elle, date des années 30. Puis la dernière version et puis l'évolution de l'histoire. Donc en fait, ce sont plusieurs versions de l'histoire de la chute de Gondoline, quoi. Voilà, c'est plusieurs fois la même version que tu vas lire, si tu veux plus d'informations. Ancalagon meurt durant la chute de Gondoline. Non, Ancalagon meurt dans la bataille de la colère. Donc la dernière bataille du Beleriand. C'est Gothmog, le chef de Valrock, qui meurt pendant la chute de Gondoline. Oui, c'est Gothmog, exactement comme le dit. Quoi? Mais c'était qui? C'est vrai, non, mais c'est vrai, vendredi, on est monté à 60 subs. C'était un truc de fou. Je vous remercie encore pour tout ça. C'était sur toute la soirée, oui. Il y a Zeni, il y a Orohelm qui ont participé. Enfin, c'était fou, c'était fou. Et aujourd'hui, j'ai Eolcian qui a offert 10 abonnements, j'ai Morkai qui a offert 5 abonnements, Mithrandir ici, il y a Féanor aussi, c'est vrai, Féanor aussi a offert. Enfin, c'était fou. C'était fou. Ils ont un libre arbitre, mais très limité, profondément entravé. Les orques sont des êtres forcés, ils sont nés dans la violence et la domination. Leur volonté, elle est brisée, déformée, ils vivent dans la peur constante de leur maître pour créer de l'art, de la poésie. En fait, les orques, quand ils sont même sous la domination de Sauron, quand tu vas dans le Seigneur des Anneaux, tu as deux orques qui discutent, qui sont genre en mode viens, on s'en va vivre notre vie tranquille dans notre petite chaumière, tu vois. Donc on est vraiment sur des orques qui, même s'ils sont sous la domination des êtres forcés nés dans la violence, on est quand même face à des créatures que tu ne peux pas juste laisser comme ça. En fait, c'est des créatures dans donc Nature of Middle-earth. On a un texte où Tolkien explique que il y a des orques qui à l'est qui ont été voilà un peu abandonnés par Sauron au bout d'un moment, et donc en fait ils étaient totalement libérés de la peur de Sauron, et quand ils ont su que il avait dû se travestir, comme ils le disent, le pensent, ou s'habiller, ou bref, tu vois, d'une certaine façon, en anatar, se cacher et se rendre beau pour faire, enfin pour plaire, pour séduire les elfes. Les orques se sont littéralement foutus de la gueule de Sauron, en fait. Et quand tu vois que les orques se foutent de la gueule de Sauron pour ça, t'es en mode waouh. C'est censé être l'être dont ils ont peur, tu vois. Pourtant, ils se foutent de lui. Tu vois ce que je veux dire? Il faut... Comme je dis, il y a une phrase de Shippy que j'adore. Attendez, je vais vite aller chercher la phrase de Shippy, qui est une phrase que je trouve tellement belle. Elle est dans ma vidéo sur le racisme, sur Tolkien et le racisme. Attendez, il faut juste que je la retrouve.
Voilà, c'est sur... Voilà, c'est la phrase de conclusion de la vidéo sur Tolkien et le racisme. Il dit « Le comportement orc est le comportement humain et leur incapacité à juger leurs propres actions par leurs propres critères moraux est un problème tristement familier. » Voilà. Voilà. J'ai juste envie de dire les orques sont terriblement humains. Voilà. C'était le petit moment. Voilà. Il a tellement raison, c'est effrayant. C'est une citation qui est tellement vraie. C'est ça qui est triste. Ouais. Ça donne envie de creuser les histoires dans le Rhône. Mais oui, moi aussi, dans Marwen. Je sais plus si c'est dans le bouquin, Faramir, une belle réflexion sur les ennemis qui ont la chevaux. C'est pas Faramir, c'est Sam, en voyant un Aradrim qui se demande si on l'a forcé à quitter sa patrie, c'est potentiellement, tu vois, un frère. T'as vraiment ce moment où Sam observe cet Aradrim et est vraiment en train de se dire, mais il avait un chez lui, en fait. Et t'as ce côté qui est extrêmement humanisant, très humanisant. L'œuvre de Tolkien est très centrée sur l'humain, l'adaptation qui est géniale, a beaucoup gommé cet aspect totalement. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la version des orques dans la série. Du coup, peut-on faire un parallèle entre les électeurs du RN et les orques? Si tu veux, pour toi, Gurthang, c'est toi, mais n'en fais pas une généralité parce que ça, c'est ta vision, ton applicabilité à toi. C'est toi qui ressens ça, mais ne dis pas c'est ce que Tolkien a voulu dire. C'est à toi, c'est toi qui ressens l'œuvre comme ça. C'est ton problème. Voilà. Mm. Et comme le dit Saliri, on évite de parler politique ici. J'essaye, dans la mesure du possible, d'éviter ce sujet-là, parce que déjà, voilà, moi, je suis belge. Donc voilà, la politique en France n'est pas quelque chose qui est quelque chose que je suis ou autre. Donc voilà. Si c'est possible, voilà, parce que quoi que je dise, d'un côté ou de l'autre, voilà, je préfère m'abstenir parce que, voilà, dans tous les cas, je me fais déjà assez insulter sur les réseaux sociaux que pour rentrer dans la sphère de la politique où dès que tu dis un mot, tu te fais insulter. Voilà. Mm. Voilà. Mm. Donc ils peuvent s'émanciper, c'est intéressant, mais ça reste donc des équivalents de racailles chez nous. Ah oui, mais ça reste des créatures voilà, qui sont mauvaises. Je ne dis pas. Ce sont des créatures qui restent mauvaises. Mais elles sont quand même vachement plus humaines que ce qu'on te laisse penser. Voilà, dans notamment les adaptations. Une différence entre appréciation du lecteur et volonté de l'auteur. Exactement, Arofang. Voilà. Aragorn présent être une femme sur les réseaux, yes, exactement. Voilà. Vive le roi Baudouin. Tant que tu me parles pas de Léopold II, ça va. Il n'y a pas de souci, Gortang. Mais vu que tu es nouveau ici, voilà, autant, il n'y a aucun problème. Mais comme ça, tu comprends un petit peu la position de la chaîne ici. Voilà, comme je dis, c'est parfois, c'est un sujet qui peut être compliqué, quoi. Enfin bon, on va continuer? L'épisode de la chute de Gondolin prendra plus tard une grande place dans l'histoire de la Terre. Alors, j'aime bien parce qu'on est sur la carte du Beleriand et Gondolin n'est pas là parce que Gondolin est là-bas beaucoup plus haut. Elle est là-bas en haut, beaucoup plus haut. Elle n'est pas du tout ici. On est en Beleriand. Les Beleriand, qui
qui constitue Voilà. un pan très important de la mythologie présentée dans le Plus haut. Silmarillion. Plus haut. Le Silmarillion, c'est un ensemble de textes narrant des événements dans le J'avoue, même Ratior, univers que j'ai vu ceux le du livre Seigneur des Anneaux, hier. mais bien plus ancien. J'ai montré à mon C'est là qu'on mari. découvre le dieu créateur dont j'ai déjà parlé et l'histoire des différents peuples elfes. Ils constituent Oh là là. Allez, interro surprise. Oh, allez. Non, mais vu qu'il a mis les noms des chefs, ok, on va voir si vous avez suivi. On va voir si vous avez suivi. De quel Qui est le chef des Sindar? Allez. Voilà, parce qu'il n'est pas marqué, mais... Allez. Qui est le roi des Sindar? Allez. Ouais, Thingol, mais là, son nom, c'est pas Thingol. Voilà. C'est qui? C'est son autre nom. Exactement, c'est Elwë. Bravo. Donc, Elwë et Olwë étaient le chef des Teleri. Ils vont se séparer. Donc, on a les Falmari qui sont ceux qui vont partir vers Valinor. Et puis, voilà, dans les Teleri, il y a différents clans. Voilà, les Ekeldi, ce sont vraiment ceux qui vont rester ici en Beleriand, on va dire plus centrale. Voilà. Et dont, voilà, hein, Círdan et évidemment les Yathrim, hein, avec les Sindar, qu'on a vu dans le Silmarillion. Elwë, c'est Thingol. Olwë, c'est celui qui est en Valinor, Ratior. Les elfes moches, c'est les Lequindi. Exactement, c'est les Lequindi. Voilà. Bon, trop dur à retenir, c'est parti. Là. Ouais, non, mais c'est chaud, mais au bout d'un moment, Zozomalis. En gros, tous les mots qu'il y a ça, enfin, qu'il y a là, t'es pas obligé de tous les retenir en vrai, mais voilà. Il faut que tu retiennes au moins Vanyar, Noldor, Teleri, et puis au moins Sindar. Après, les autres, c'est pas grave si tu les retiens pas, quoi. Ouais, c'est ça. T'es battu au moins une fois dans une bataille rangée, Thingol? Oui, hein, on l'a vu dans la bataille du... On a vu dans la bataille de... Les Sindar. La première bataille, on l'a vu. Il s'est battu. Ouais, ça fait comme... Ouais. J'ai traduit mon prénom en Sindarin et Sardir Ostvainadan et en Quenya Sadan Ostotorian. Oh. Oh, bah, c'est sympathique. Tiens, faudrait que j'essaye de traduire mon prénom comme ça. L'Atlas, c'est une grande aide, rien que pour voir les mouvements des populations, clairement. Avoir l'Atlas, ça aide pour ça. Enfin bon, on va continuer. le grand œuvre de Tolkien, qu'il n'arrivera pas à achever de son vivant, mais qui sera en partie publié plus tard, grâce au travail acharné de son fils, Christopher Tolkien. Merci Christopher Descristé. Mais revenons-en à la somme. Toujours dans le domaine du matériel de guerre, Dans on peut 5 noter minutes, dans il y le a une Seigneur pub. des Anneaux que lors de la bataille Je de ferai Fort pause le à ce Corps, moment-là. les forces du mage Saruman utilisent un certain feu d'Orthanc pour faire une brèche dans les murailles. Certains ont pensé que cela pourrait peut-être être une référence aux lance-flammes qui sont apparues en 14-18, mais rien dans le récit ne justifie cela. Les lance-flammes n'ont pas la capacité d'abattre des murs, et Tolkien parle bien plus vraisemblablement d'une explosion lorsqu'il évoque ce fracas et cet éclair de flamme. S'il faut y voir une inspiration issue de son passage au front, c'est donc plutôt celle des mines. Les mines, ce sont des galeries qu'on creuse discrètement sous les positions ennemies pour y placer une charge explosive et les faire sauter par surprise. D'ailleurs, le personnage d'Aragorn dit à ce moment-là que l'ennemi a allumé ce feu, je cite, « sous nos pieds ». Les Britanniques utilisent en 1916 plusieurs fois ce procédé déjà ancien, laissant dans le paysage déjà ravagé de la Somme de gigantesques cratères qui sont encore visibles aujourd'hui. Et on voit Quoi qu'il en soit, ce ne sont pas les seules fois que... C'est terrible, et en même temps, avec la nature qui a repris ses droits, c'est tellement joli. Je trouve que c'est un peu... Enfin, c'est ambivalent quand on voit ce genre d'image parce que c'est joli, mais en même temps, c'est tellement porteur de... C'est vraiment un reportage qui est dur.
L'expérience de guerre de Tolkien est La visible dans son résilience de œuvre. la nature, On c'est la ça. retrouve également dans le personnage du hobbit Sam Gamgee, qui joue un rôle très important dans l'intrigue du Seigneur des Anneaux. Il accompagne le porteur de l'anneau, Frodon, jusqu'au bout de sa quête en le sauvant plusieurs fois. Tolkien a en effet lui-même expliqué que le personnage est en fait directement calqué sur les soldats britanniques et surtout sur les ordonnances, ces soldats attachés à des officiers Ça, j'en ai qu'il a parlé quelques côtoyés fois. durant sa présence au front. Il a d'ailleurs écrit qu'il les considérait comme supérieurs à lui-même. Tolkien a également admis dans une lettre de 1960 que certains lieux que doivent traverser Frodon et Sam avaient en partie été inspirés par les champs de bataille qu'il avait vus en France. Le Marais En Mort. l'occurrence, les Marais des Morts et les abords de la Morannon. Ouais. C'est la même Les région. Marais des hein. Morts, plutôt Marais Morts, Mm. Dead Marshes dans la version anglaise, sont une sinistre étendue marécageuse gorgée de cadavres à cause des batailles qui ont eu lieu à proximité. Les feux follets de ces marais, dangereusement fascinants, semblent vouloir perdre les personnages dans ces étangs morbides et tourbeux. À proximité, la Morannon, dont le nom signifie porte noire, garde l'accès nord du pays de Mordor, domaine de Sauron. Bonjour, Doug va dormir. Tolkien indique que ces lieux doivent moins à la Somme qu'à d'autres inspirations littéraires. Même lui ne peut nier le parallèle avec l'affreux décor de la guerre des tranchées. Ah ouais, non. Il est donc clair que la bataille de la C'est Somme sûr. s'insinue par-ci par-là dans les histoires de la Terre du Milieu. Mais si Tolkien a eu le loisir d'écrire la chute de Gondolin et ses autres récits, c'est bien qu'il a pu rentrer en Angleterre. Dès le 25 octobre, Tolkien se sent malade et fiévreux. Il ne se signale pas tout de suite souffrant, mais les symptômes deviennent vite intenables. Bonsoir, Le jeune écrivain Hermine a en fait Forge. contracté la fièvre des tranchées, une infection bactérienne transmise par les hordes de poux qui pullulent dans les armées. Les malades, en plus de la fièvre, Oh. souffrent Quelle souvent horrible d'éruptions créature. cutanées, de douleurs, de migraines et d'une faiblesse généralisée. Les médecins militaires de l'époque comprennent mal l'origine de l'infection et sont un peu démunis. Le seul remède est donc alors d'attendre en espérant que ça passe. Pour Tolkien, ça signifie qu'il doit quitter le front. Le 28 octobre 1916, il est transféré à Gézincourt, dans un château transformé en hôpital pour officiers. C'est d'ailleurs devant ce château que je me trouve aujourd'hui. Ensuite, il est envoyé au Touquet, mais comme son état ne s'améliore pas, il est envoyé au Havre. Le 8 novembre, il embarque sur un paquebot hôpital avec tous les blessés qui peuvent Ungoliant, rentrer en le Angleterre. pou géant. Dès le 9, il est à Birmingham où il retrouve sa Elrohir, bonjour tout le monde, bienvenue depuis la Terre du Milieu en Terre du Milieu. Bonjour tout le monde. J'espère que ça s'est bien passé. Vous étiez sur Dauntless Days, je pense. On est en train de regarder le reportage d'Histoire appliquée qui parle de Tolkien pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, on est à un peu plus de la moitié. Voilà, donc installez-vous, n'hésitez pas. On est au moment où Tolkien attrape la fièvre des tranchées et va être rapatrié. Ouais, c'était le live speed match plus un peu de Dauntless Days. Ah ben voilà. Ah, la petite araignée là, le petit pot, il est mignon, tu trouves? Et bonne nuit à Timon. Voilà. Timon, le warg. Pour ceux qui ne savent pas, Elrohir a un petit chat. Et le petit chat s'appelle Timon, mais on l'appelle le warg entre nous. Donc voilà, on regarde le reportage ici de... femme Edith. Tolkien ne le sait pas encore, mais pour lui, c'est la fin des combats de la Somme. Il est rapatrié à cause de la fièvre des tranchées, donc. En décembre 1916, une commission médicale militaire décide de lui accorder encore quelques semaines de repos. Mais c'est contrebalancé par la terrible nouvelle de la mort de son ami Geoffrey Smith, emporté par une gangrène gazeuse à la suite de blessures par éclat d'obus. Oh là là. Tolkien, pendant cette longue hospitalisation, peut se remettre à écrire. Il délaisse de plus en plus la poésie pour la prose, et peu à peu, il va développer des parties de son univers qui finiront par être reliées entre elles. En 1917, il quitte l'hôpital, mais il est obligé d'y retourner quelques mois après, car la fièvre le frappe de nouveau. Toujours malade, il est ensuite affecté dans une unité de défense et de Repose-moi ta surveillance question côtière en après Angleterre. Après être passé près d'être le renvoyé reportage en à France Roux. en août 1918, Tolkien est encore déclaré inapte pour plusieurs mois. Cet ultime répit lui permet finalement de survivre à la guerre, car celle-ci prend fin le 11 novembre 1918. Ce jour est celui de la signature de l'armistice tant attendu, qui reconnaît de fait la victoire des Alliés. Pour Tolkien et sa famille, c'est le soulagement, d'autant plus que le couple Tolkien a eu entre-temps son premier enfant, John Tolkien, le 16 novembre 1917.
Quelques proto-dragons, quelques paysages et le tempérament combatif et authentique d'un Sam Gamgee. Et ce serait là toute l'influence de 14-18 sur l'œuvre de Tolkien? En fait, il y a bien plus de choses. Après tout, le récit du Seigneur des Anneaux est celui d'une guerre, appelée Guerre de l'Anneau, et c'est donc l'occasion de mettre en scène des éléments bien particuliers. Par exemple, Tolkien évoque les civils en fuite, les amitiés fortes qui permettent de tenir émotionnellement lors du conflit, mais également la menace insidieuse du désespoir que l'ennemi cherche à exploiter. Il met en scène les longues marches, le calme terrible avant la bataille, la tension de l'attente des actions de l'ennemi, le basculement soudain dans une situation de danger absolu, la douleur de la perte. Après la guerre, le personnage de Frodon nous donne à voir le désenchantement du vétéran qui rentre chez lui, dans l'indifférence générale, alors qu'il a terriblement payé de sa personne pour le bien commun. Bon. De même, Ça, c'est la version film, puisque enfin, ceux qui ont lu les livres savent qu'à la fin du Retour du Roi, quand Frodo et les hobbits rentrent, la comté est ravagée par les hommes de Saruman et Saruman lui-même. Donc en fait, Frodo et les hobbits ont encore une guerre à gagner, entre guillemets, dans la comté. Voilà. son état dans les années qui suivent, où il semble parfois être l'ombre de lui-même alors qu'il est en sécurité dans sa comté bien-aimée, eh bien c'est très évocateur des névroses traumatiques dont nous avons déjà parlé. Ah oui, Freddy Player One. Et c'est Tous ces normal. éléments qui apparaissent dans l'histoire montrent une véritable attention à ce qu'est la réalité d'une guerre. Et bien entendu, la plume de Tolkien, c'est celle d'un homme qui a connu cette réalité. L'écrivain et ami proche de Tolkien, C.S. Lewis, a analysé tout cela en affirmant que la guerre de l'anneau offrait une image réaliste du caractère de la guerre que leur génération avait vécue. Oui, C.S. Ces Lewis petites a vécu touches nous aussi font la guerre, réaliser qu'en première fait, guerre. l'expérience de la guerre est finalement partout dans Le Seigneur des Anneaux. Tolkien ne transpose pas maladroitement des choses de sa propre guerre, il n'écrit jamais des mémoires déguisées en récits de fiction. Mais il injecte dans son histoire des éléments qui la rendent à la fois plus réaliste et plus frappante. Si le style de son récit choisit la filiation des anciens textes héroïques et épiques de la tradition médiévale qu'il aime tant, il en devient aussi tout à fait unique par ses ajouts qui nous touchent directement, nous, lecteurs contemporains. Cette combinaison est une marque de l'originalité de l'œuvre de Tolkien et l'ensemble est porteur d'une grande force évocatrice. Ah, ça, on est totalement d'accord. Mais Rosario il y a Lano. encore plus important. Dans une interview accordée à la BBC en 1968, Tolkien déclare formellement la chose suivante. Toute histoire digne d'intérêt traite toujours d'une chose, la mort, Mort. et l'inévitabilité de la mort. Et là, tout à coup, il devient impossible de ne pas penser à la Première Guerre mondiale. Cette guerre totale qui a implacablement fait disparaître les combattants par centaines de milliers. C'est toute une génération qui s'est retrouvée fauchée par ces événements dramatiques. La guerre de 14-18, pour un jeune homme dans la vingtaine, qu'est-ce que c'est sinon être brutalement Ah ouais, confronté Totalement à fait un mort. On est l'inévitabilité de la d'accord. mort? En 1918, lorsque les armes se taisent sur le front de l'Ouest, tous les amis de Tolkien du Tea Club and Barovian Society sont morts, à Ah. l'exception de Christopher Ah Wiseman. ouais, j'allais dire. En fait, ils sont C'est quatre. sans doute bien là. Il y en a voir que une deux qui trace sont majeure décédés et de la deux qui Première ont Guerre mondiale dans survécu. l'univers tolkienien. L'omniprésence de la mort, de la question de la mort. Car oui, c'est en fait le grand thème qui imprègne ces récits. Dans Le Seigneur des Anneaux, plusieurs protagonistes rencontrent une mort violente, comme le mage Gandalf chutant dans l'abîme de la Moria, Denethor, l'intendant du Gondor qui se suicide par le feu, ou le roi Théoden qui meurt au combat. Ces morts donnent parfois lieu à des funérailles qui sont décrites dans le texte. Les signes de la mort jalonnent aussi le parcours des personnages, comme la tombe du nain Balin ou la barque funéraire du Gondorien Le bateau Boromir. tombe. Mais parfois, Mm. elle est évoquée de façon moins explicite. La mer, par exemple, est associée chez Tolkien à la notion de mort. Les armées de Sauron sont parfois décrites comme une mer grossissante, et Tolkien va jusqu'à employer l'expression « flot de la mort ». La fascination des elfes immortels pour la mer, quand ils Mais ne l'ont c'est jamais jadis. vue, peut Merci se mettre pour en le follow. parallèle avec celle pour la mort, qu'ils ne connaissent pas non plus. Dans Le Seigneur des Anneaux, Galadriel, une elfe de haute lignée et dame de la forêt de Lorien, met d'ailleurs en garde l'elfe Légolas contre la mer. La question de la mort apparaît donc comme récurrente. On Euh, pourrait d'ailleurs... Alors, là, je comprends ce qu'il essaye de dire hein, par ça. Hein, comme il explique bien, hein, le champ sémantique de la mer est lié à ça. Mais
quand on traverse l'œuvre de Tolkien, les elfes ont une très grande mélancolie. C'est l'appel de leur royaume. Si Galadriel met en garde Legolas, ce n'est pas cet appel de la mort, c'est parce que justement, les elfes ne sont pas faits pour vivre en terre du milieu. Les elfes sont sur une terre corrompue et dès qu'ils... En fait, les elfes, si vous voulez, à un moment, sentent que leur moment est venu. C'est-à-dire que s'ils restent, ils s'attardent en terre du milieu. C'est la mort qui les attend. La mer est justement ce qui va... voilà, la mer avec le bateau pour aller sur les terres immortelles, c'est ce qui va sauver les elfes. S'ils restent en terre du milieu, ils sont voués à avoir leur corps qui disparaît et donc à devenir une âme, soit une âme qui sera rappelée en Valinor, soit une âme qui va devenir une âme errante. Et là, on est vraiment sur... Là, je dirais que là, c'est un problème. Il y a tout le temps des bateaux. Tant que Círdan est présent, oui. Oui, oui. Donc, en fait, le poème de Galadriel par rapport à Legolas, où elle lui dit « Méfie-toi de la mouette qui crie », et que dès que Legolas entend les mouettes, ça y est, en fait, il est pris d'une terrible mélancolie parce que, en fait, son heure est doucement arrivée. Il va devoir quitter la Terre du Milieu et retourner là où il doit vivre, puisque les elfes ne sont pas faits pour vivre en Terre du Milieu. Voilà. Et quelque part, c'est une forme de mort pour eux de laisser cette terre sur laquelle ils ont tant combattu, non. Non fait, Anor. Non. Tu peux le voir comme ça si tu veux, mais en fait, tu ne peux pas voir ça. Enfin, pour moi, c'est compliqué de voir ça comme ça, puisque les elfes ont leur libre arbitre hein, dans tous les cas. Donc voilà, un elfe choisit ou pas de rester. C'est lui qui jugera d'une forme de mort. Tu l'aurais demandé à Celebrimbor, par exemple, ou Galadriel à l'époque du Premier Âge. Évidemment que pour elle, c'était une forme de mort que de retourner en Valinor et d'être, on va dire, en bas de l'échelle sociale. C'est-à-dire, face à des divinités, tu n'es rien, tu ne pourras jamais gouverner ton royaume. Tu n'es qu'un personnage lambda, potentiellement incapable de faire de grandes choses, alors que en Terre du Milieu, c'est ce qui les attendait, c'est ce que beaucoup ont fait. Donc, je peux comprendre qu'il y ait une forme de mort, mais en même temps, non. Puisque les elfes ne craignent, entre guillemets, pas la mort, puisque ils savent que leur âme peut... Enfin, leur âme attend dans les halls de Mandos, c'est que tant que Arda vit, eux, ils vivent, ils attendent leur réincarnation. Donc en fait, ce n'est pas comme les mortels qui, une fois qu'ils meurent, n'ont plus accès. Enfin voilà, leur âme sort du monde, les mortels, on ne sait pas où ils vont. Et coucou, Dipsy. Les elfes savent leur destin, en fait. Donc à partir du moment un elfe ne va pas craindre d'une certaine façon la mort. Il ne sait pas quand il va avoir accès à la résurrection. S'il y a accès, bien évidemment. Hein. Ça dépend de ses actions sur ses actions et surtout de la décision de Mandos. Mais théoriquement, un elfe ne craint pas la mort. Mm. Alors ça, c'est un sujet assez Tolkien a beaucoup... En fait... Tolkien a beaucoup réfléchi et finalement, il a tranché dans les dernières versions que c'était... ils se réincarnent dans un nouveau corps et ils se souviennent de leur ancienne vie. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas faits pour vivre en terre du milieu puisqu'ils y sont éveillés? Et ils ne sont pas faits pour vivre là-bas parce qu'entre-temps, la terre du milieu a été souillée par Melkor. Parce que, si tu veux, Melkor a infusé la terre du milieu de son pouvoir et a rendu en fait, c'est ce qu'on appelle Arda, enfin le marissement d'Arda. C'est-à-dire que Melkor, il a blessé la planète elle-même à un tel point qu'en fait, elle est corrompue. La terre du milieu est corrompue. Donc, les elfes subissent cette corruption. Tu le vois très bien, notamment dans la série des Anneaux de pouvoir. Tu vois l'arbre qui devient noir, là. Eh ben, c'est une manière visuelle d'essayer d'expliquer que, ben, en fait, les elfes subissent cette corruption de la Terre du Milieu. Le seul endroit qui n'a pas été corrompu, ben, c'est Valinor, parce que Tolkien explique que la présence des Valar
voilà, sur ce lopin de terre, l'a sanctifié et le sanctifie. Même si Melkor a voilà, tué les arbres, etc., Valinor reste sanctifié. On se demande qui l'a laissé s'échapper. Melkor, pourquoi Valinor, il est pistonné? Alors pourquoi parce que il s'est sacrifié pour laisser survivre Eärendil. Et sans Eärendil, c'était la fin de la Terre du Milieu. C'est son sacrifice terrible et cette protection qui a fait que d'Eärendil va... il sauve Eärendil en fait, sans le savoir. Et encore, il y a eu un meurtre, un massacre à Valinor. Oui, ben, c'est pour ça que je dis, malgré les événements tragiques qu'il y a eu en Valinor, ça reste sanctifié par la présence des Valar. Donc voilà. Les elfes connaissent leur destin, mais c'est cheaté. Ouais, c'est ça, Dipsy. C'est pour ça que c'est super intéressant le texte. Donc tu as un dialogue philosophique entre un elfe et une humaine qui discutent justement de leurs conditions elfes-humains, du destin de leur âme, de leur vision de la mort, etc. Tolkien a écrit ça, un dialogue philosophique où justement, c'est là où je suis tombée vraiment en admiration pour l'elfe qui discute, hein, qui est le frère aîné de Galadriel, qui s'appelle Finrod Felagund. Et les nains, ils ont quoi de plus? Les nains, ils étaient, entre guillemets, pas prévus dans l'équation. Ce sont les enfants adoptés, Nilúvatar. Ils ne sont pas les enfants prévus comme les elfes et les hommes. Les nains, ils ont la particularité d'avoir une croyance comme quoi, chez Mandos, ils ont une salle rien qu'à eux. Et eux aussi attendent là-bas la fin du monde pour refaçonner Arda une fois qu'il faudra la rebâtir. Ah bon? Mais c'est pas une terre pure, il s'est passé quoi? Mais Tu ne sais pas si... J'esquive, si tu veux, il faut que tu lises le chapitre de l'assombrissement de Valinor et la fuite des Noldor dans le Silmarillion et tu sauras. Voilà. On parle des Arendil, il y a un texte qui parle en particulier des contes des Arendil. Alors c'est un peu spécial pour Eärendil, c'est un peu split partout. C'est un peu split partout. Je peux pas te donner un texte. T'en as... Eärendil est un petit peu partout. Dans les textes de Tolkien. Vu que c'est lui qui a été la pierre fondatrice de la Terre du Milieu, c'est un personnage qui est là et où Tolkien a mis des trucs en plus. Si tu veux avoir un aperçu de ce que Eärendil a fait, tu peux retrouver dans les brouillons du Seigneur des Anneaux, donc ça doit être soit le retour des ténèbres, soit la trahison d'Isengard. Je crois que ça doit être dans ça doit être dans la trahison d'Isengard. Tu as le poème que Bilbo chante, Eärendil le marinier. Tu as la version longue du poème où tu as un aperçu là de beaucoup plus que ce que fait Eärendil. Mais le problème, c'est que dans la version du Seigneur des Anneaux, elle a été raccourcie. Mais il faut savoir lire l'anglais. Voilà. Voilà, dans Ciboulette. La Shibboleth of Fëanor, tu retrouves principalement plein d'informations sur les personnages de la lignée de Finwë. Ouais. Donc, pour ceux qui ne savent pas, hein, comme le dit ici Olivarius, il me pose la question pour un texte qui s'appelle Shibboleth of Fëanor. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, c'est... le voilà. Hop, Shibboleth of Fëanor. On est ici sur un texte, donc voilà, c'est un texte qui parle principalement de la lignée de Finwë. Vous avez plein d'informations sur cette lignée, notamment liées à leur nom, à leurs caractéristiques aussi physiques. On a une grande partie sur le caractère de Galadriel aussi. La filiation de Gil-galad est largement discutée, hein. C'est notamment ce texte qui m'a servi de base principale pour les Codimladris sur Gil-galad. Donc voilà, vous avez... ça explique son tempérament. Voilà. Bon, on va continuer. En plus, je me suis arrêtée sur un truc de la série.
incroyable. Aussi évoqué, parmi les nombreux récits mythiques imaginés par Tolkien, sa version de l'Atlantide, la puissante nation de Núménor. Celle-ci, corrompue sournoisement par le malfaisant Sauron, finit tout simplement par refuser l'idée de la mort, croyant Ça. mériter l'immortalité. Ah, ça c'est vrai. Les Numénoréens, alors clairement décrits comme décadents, défient les puissances divines dans cette quête aussi vaine qu'illusoire. Et pour cela, leur civilisation est engloutie sous les flots, car on n'échappe pas à la mort selon son bon plaisir. Tolkien évoque systématiquement la souffrance et le sentiment plutôt tu d'injustice n'échappes. face à la mort. Le roi Tu n'échappes pas à ce que Héros Ilúvatar a décidé pour toi. Théoden affirme « Les jeunes périssent et les vieux s'attardent dans leur dessèchement ». Une telle phrase renvoie très clairement à la vision désespérante d'une société telle qu'elle apparaît Belle lors nuit, d'une grande guerre. Anastasia. La résistance, qui s'organise face à la menace du Bonne Mordor nuit. dans Le Seigneur des Anneaux, semble alors aussi être celle Bonne de la vie lecture. contre la mort. Et dans ce grand récit initiatique, l'initiation vient très justement d'une confrontation à la mort. Les personnages, bien souvent, approchent la mort pour devenir autre chose. Lorsqu'il est blessé par un poignard maudit, Frodon manque d'être transformé en spectre, et plus tard dans le récit, les héros Frodon et Sam s'éloignent symboliquement des terres des vivants, en Mordor. Il y a aussi le futur roi Aragorn, qui passe par les chemins des morts. Également, le hobbit Merry et la guerrière du Rohan Éowyn sont frappés d'un sommeil froid et léthargique évoquant la mort, après avoir combattu le roi sorcier Ça s'apparente Dangmar, presque à une chef dépression. des hein, Nazgûl. ce qu'il vit. Enfin, citons le capitaine du Gondor Faramir, grièvement blessé et inanimé, qui est emmené au tombeau par son père Denethor, devenu fou de chagrin. De telles aventures, surtout dans un contexte guerrier, sont très évocatrices. Les survivants de guerre, après avoir côtoyé et frôlé la mort, en reviennent toujours transformés par cette expérience glaçante. On l'a vu, quand on a fait l'analyse même du texte de Bilbo, voilà, Bilbo subit, entre guillemets, un peu la bataille des 5 armées, mais on voit bien l'évolution que Tolkien a réussi à faire dans un livre qui est beaucoup plus à l'intention des enfants. Et quand on a fait l'analyse, on s'est bien rendu compte de cette évolution de fou furieux qu'a Bilbo depuis le départ jusqu'à la fin. Donc il faut un voyage aussi dur que celui de Frodo, bien sûr que les personnages évoluent. Denethor était déjà fou avant la soi-disant mort de son deuxième fils. Alors Denethor, c'est pas qu'il est fou, dit Psy. C'est que Denethor a perdu quelque chose. Il a perdu l'espoir. Parce que si tu veux, Denethor, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent qui a très bien gouverné le Gondor. C'est quelqu'un qui a perdu sa femme, qui avait l'impression qu'on voulait usurper sa place d'intendant. Wink wink, Gandalf, ami de l'héritier d'Isildur. Donc c'est quelqu'un qui a maintenu le Mordor hors de la Terre du Milieu d'une certaine façon, hors, on va dire, des royaumes qui étaient plus à l'ouest pendant des années. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va utiliser une pierre de vision. Parce que oui, dans la tour d'Ectelion à Minas Tirith, il y a une pierre de vision. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les pierres de vision, c'est comme un téléphone. Si vous la liez à une autre... Enfin, elle est liée. Si vous la tournez bien vers une autre pierre, vous pouvez rentrer en communication avec la pierre de l'autre côté. Et qui possède une autre pierre? Ah, eh ben, Sauron. Voilà, il a la pierre de Minas, enfin de l'ancienne Minas Ithil, qui est maintenant Minas Morgul. Et donc, en fait, Denethor va rentrer, entre guillemets, en communication avec Sauron, et Sauron va en profiter pour le briser d'une certaine façon. Alors que Saruman, il a réussi à le corrompre voilà, parce que Saruman pensait être plus intelligent, pouvoir avoir Sauron à son propre jeu, etc., feindre qu'ils étaient alliés, et Sauron a réussi à lui mettre à l'envers d'une certaine façon. Eh ben, Denethor, c'est pas ce qui va se passer. Denethor est beaucoup plus résistant, mais il finit par perdre tout espoir. C'est la perte de l'espoir, de cette foi, elle est... C'est meurtrier chez Tolkien. On voit les personnages, justement, qui ont cette foi inébranlable, que le mal est là, mais on a foi dans les choses qui vont arriver. Si nous subissons ça, c'est parce qu'il y a un but, il y a une raison. Et c'est la foi absolue en
en cet avenir de on subit maintenant pour quelque chose de mieux qui est très présente, quoi. Euh, voilà, c'est ça, comme le dit Fëanor, il est vraiment, il est désespéré, quoi. C'est. Oh, je suis désolée, Stéphane Lectry, hein. Je suis désolée pour toi et coucou. Mm. Notre enquête sur les traces de Tolkien dans la Somme nous a permis d'éclairer la démarche de création de l'écrivain. Elle nous a révélé une vision du monde et des enjeux de la vie profondément façonnés par une certaine expérience de la finitude de l'existence. Cette question de la mort s'est infusée au fil du temps dans toute l'œuvre et le légendaire de Tolkien. La Première Guerre mondiale n'est sans doute pas la seule chose qui a inspiré Tolkien là-dessus. Son éducation très marquée par la religiosité chrétienne a aussi pu jouer un rôle. D'ailleurs, Elle a joué un l'univers de rôle. Tolkien, si riche, s'est nourri d'influences très diverses issues des passions littéraires de l'auteur. Notre écrivain s'est abreuvé de littérature vieille anglaise, et même moderne, et bien sûr Ça, aussi c'est des Beowulf, mythes la page de grecs, garde. celtes, germaniques, slaves et finlandais. Il était imprégné de l'ambiance et des modes de narration des textes anciens. Mais la marque de la Somme se fait sentir. Cette expérience, il n'a absolument pas choisi de l'occulter. Tolkien n'a pas nié la centralité de la mort dans ses ouvrages, mais Non. bien au contraire, il a décidé de lui redonner du sens. Son vécu l'a plus que jamais incité à écrire à contre-courant, à refuser d'abandonner, comme ses contemporains, toute forme d'héroïsme et de poésie en littérature. Et en même temps, la guerre l'a marqué d'une façon qui transparaît clairement qui sait regarder. Elle transparaît non pas par des évocations et des transpositions directes qui auraient l'air grossières, de façon plus subtile, en donnant un ton bien particulier à différents épisodes de ses récits. En contribuant finalement à toute l'atmosphère qui se dégage de sa mythologie. Une atmosphère qui marque une des plus grandes œuvres littéraires de tous les temps. C'est les trois quarts du reportage sont incroyables. La fin, par rapport à la mort, je dirais que sur certaines tournures de phrases sont un peu maladroites, mais ça reste vraiment un reportage de très haute qualité. Sincèrement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir un reportage comme ça qui est extrêmement bien renseigné. Et voilà, je vous le dis souvent, hein, mais c'est pas, voilà, c'est basé principalement sur John Garth, Tolkien et la Grande Guerre. Le travail de ce journaliste a été incroyable. Voilà, donc si le sujet vous intéresse et que vous voulez vraiment... Voilà, ça c'est un résumé, ça c'est les larmes aux yeux, c'est les pleurs. C'est les pleurs. Vous avez les lettres, l'attente, les changements, le soutien de ses amis, puis... Enfin, j'ai pleuré en le lisant. Euh, j'ai pleuré en le lisant. Le lien du reportage, je vous le mets. N'hésitez pas à aller sur le reportage, mettre un beau commentaire par rapport à ça. N'hésitez pas à vraiment soutenir voilà, le pouce bleu, un commentaire comme quoi c'est un très très beau reportage. Ça fait du bien de voir que Tolkien est vraiment traité. Parce que le problème qu'il y a très très souvent par rapport à Tolkien, c'est que les gens sont beaucoup trop à fond en disant l'œuvre, veulent en fait faire entrer l'œuvre dans des cases qu'elle n'a pas. Comme on parlait justement d'allégorie à applicabilité, ben c'est vraiment ça en fait. On est entièrement là-dedans. Et voilà, certains veulent voir leur propre généralité, leur propre applicabilité, leur propre résonance comme étant la vérité de Tolkien. Alors que c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Le seul canon de Tolkien, c'est qu'il n'y a aucun canon. Oui et non, dans le sens où pour certaines choses, Tolkien a quand même donné, par exemple, tu vois, comme c'est dit dans le reportage, hein, Sam fait écho voilà, aux soldats qu'on appelle ordonnance. Même chose, hein, les marais morts sont inspirés des paysages de la Somme. Ça, il le dit hein, clairement. Il y a des moments, genre pour les Ents, il te dit c'est inspiré de Shakespeare. Voilà.
tu as des choses où Tolkien te dit, ben voilà, ça, c'est ok. Ça vient de ça, l'inspiration, c'est ça. Tu peux y voir ça. Mais c'est très, par rapport à toute l'œuvre, c'est des petits exemples que je te donne, hein. Par exemple, il parle de Galadriel en disant, certains ont vu la Vierge Marie. Et en fait, oui, peut-être. En fait, c'est après coup que par moment, il se rend compte que, ah ben, ouais, il y a des corrélations, mais parfois il dit non, c'est non, et parfois il dit ah peut-être. Donc voilà, c'est là en fait tout. Euh, S'il y a un truc que je ne supporte pas, c'est la récupération politique de l'œuvre. Parce que je trouve qu'on détourne très facilement les propos de Tolkien pour les faire rentrer, comme je disais, dans des cases qu'il n'y a pas lieu d'avoir. Euh, et, et ça va, le reportage est vraiment très, 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 très bien foutu. Très bien recherché, très bonne base, hein, comme je dis, Tolkien et la Grande Guerre de John Garth, hein, c'est vraiment un des livres les plus marquants. Ouais. Mm. Pour une fois, il a commencé par citer la phrase de Tolkien sur l'allégorie. Peu de gens le font. Mais de plus en plus, maintenant, de personnes arrivent à le faire. Mais voilà, c'est des personnes. C'est là où tu vois les personnes qui se renseignent et celles qui ne se renseignent pas. Et là, et tout. Euh, voilà, j'ai envie de vous dire comment reconnaître quelqu'un qui s'y connaît vraiment en Tolkien ou pas. Posez-lui la différence entre l'allégorie et l'applicabilité pour Tolkien. Et là, vous verrez la différence. Et vous verrez si la personne s'est vraiment renseignée et s'y connaît vraiment, je pense. Hmm. En fait, au Royaume, j'ai pas de problème entre guillemets avec la récupération politique, mais à partir du moment où tu dis Tolkien a dit que, il a pensé que, oh regarde Tolkien est, je sais pas moi, antifasciste ou autre, c'est compliqué de faire ce genre de choses. Voilà, tu vois, c'est une autre époque et en même temps, tu peux dire que le Seigneur des Anneaux pour toi l'est. Voilà, ou est telle chose ou pas. C'est à toi de le voir. Il faut être médium pour faire parler les morts. Ah ben t'en fais pas, sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui alors sont médiums. Voilà. On voit clairement que Tolkien s'est inspiré de Star Wars. Ouais, ben oui, Endor et Andor. Voilà. Voilà. Mais donc ouais, le reportage est vraiment cool. Comme je dis, ça fait du bien de voir un reportage comme ça.